Le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno, oh, mi diranno che bel fior. Là, j'ai une série de questions que j'ai recoupées sous l'appellation projet communiste. Si on veut sortir du capitalisme, il faut savoir comment on s'y prend. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense que si on veut traiter correctement les questions politiques et en liaison avec l'économie, on a intérêt, c'est une méthodologie que j'emprunte comme beaucoup de choses à Paul Boccara, mais qui me paraît intéressante. C'est intéressant de se poser toujours la question en disant, il faut regarder dans un système politique, quel est l'objectif, quels sont les pouvoirs qu'on met en œuvre pour atteindre cet objectif, et quels sont les moyens qu'on mobilise. C'est un triangle systémique, si on veut, un peu grandiloquent. Alors si on regarde le socialisme soviétique, bon, les objectifs, au moins au début, c'était des objectifs sociaux, d'égalité, de développement des êtres humains, pour faire un homme nouveau. Les moyens, ils se sont finalement, au moins au début, donné les moyens de réaliser ce qu'ils voulaient. Par exemple, par une expropriation massive des paysans. Mais on ne manquait pas de moyens, au moins au début. Par contre, les pouvoirs, effectivement, ils ont été très vite concentrés dans une minorité de dirigeants ou de membres d'un appareil. Et puis il y avait d'autres critères, c'est-à-dire en matière de gestion, on était capable de mobiliser des quantités massives de ce qu'on appellerait dans les pays du capital, des tonnes et des tonnes de béton, des mangeurs d'acier, on appelle ça comme ça, mais on n'avait pas beaucoup de critères pour savoir quelle était la meilleure façon d'employer ces moyens considérables qu'on mobilisait. En plus, on n'avait pas tellement la notion d'amortissement, donc on n'entretenait pas les équipements, on les entretenait très mal, donc on connaît les paysages dans les villes soviétiques ou l'Europe de l'Est, avec de magnifiques immeubles qui sont un peu en ruine, etc. Donc il y avait un problème de régulation du système. Et également un problème démocratique. Donc, et en fait, l'inefficacité du système, quand elle s'est révélée à partir des années. Alors, je ne sais pas à partir quand ça a vraiment commencé, mais du milieu du XXe siècle, est allée de pair avec une perte de légitimité démocratique, les deux vont ensemble. Mais bon, cette analyse-là, il aurait fallu la faire à l'époque, et elle reste toujours à faire. Il y a un effort d'analyse et de réflexion pour tirer les conclusions politiques qui soient autre chose que la guerre idéologique qui est menée aujourd'hui par l'impérialisme contre tout ce qui peut ressembler à une contestation. Donc, il y a bien sûr, il faut choisir son camp. La politique internationale, mais il faut aussi être capable de voir comment on peut éviter de répéter des erreurs qui ont été faites dans le passé. Et je pense, j'ai juste la réponse là-dessus, c'est en tout cas pour ce qu'on veut faire aujourd'hui, essayer d'avoir en tête cette espèce de triangle systémique, la démocratie, les objectifs sociaux et les moyens de réaliser ces objectifs sociaux. Et tout ça marche ensemble. Alors effectivement, il y a quelqu'un qui... je crois que l'un des problèmes qui est posé, c'est de passer de lutte, alors, qui sont qualifiés de parcellaires dans la question, mais qui sont un peu dispersées dans la société, des forces qui se manifestent dans la société, qui sont là. Et de passer de ça à une force convergente qui va
s'appliquer là où le système a un point faible et pour le renverser, le dépasser et en construire un autre. Moi, j'ai trouvé une idée un peu dans ce style chez Gramsci. Quand il parle du rôle d'un parti révolutionnaire, c'est ça. C'est un parti qui est capable de rassembler des forces qui sont présentes dans la société mais dispersées pour en faire une force politique qui va porter sur le lieu stratégique du pouvoir. Donc, on va en dire un mot dans un instant. Sur l'idée de planification, évidemment, même en France aussi, on a connu une planification, qui n'était pas du tout la planification soviétique, mais qui avait un point commun, c'est que c'était une volonté qui venait du centre et qui organisait l'économie. Alors, de plus en plus, ça a été organisé l'économie au service du capital, mais je pense qu'on aura besoin de quelque chose aujourd'hui, mais qui ne serait pas quelque chose qui viendrait du centre. On a besoin d'une forme de planification démocratique décentralisée. Dans notre proposition du Parti communiste, il y a l'idée de conférences locales et régionales, alors c'est un sujet d'actualité pour les municipales, conférences locales et régionales pour l'emploi, pour la formation, comités de vigilance locaux sur les services publics. Et à partir de ces conférences, réunir les forces politiques, syndicales, économiques, y compris les entreprises, les finances, pour définir des objectifs d'emploi, des objectifs de formation, des objectifs de création de richesse dans les territoires. Et à partir de ces objectifs élaborés démocratiquement sur le terrain, monter jusqu'à une cohérence nationale. C'est ça qu'on essaierait de faire. Et si on veut monter jusqu'à une cohérence nationale, on a intérêt à avoir des critères communs. D'où l'intérêt de nouveaux critères de gestion et de nouveaux critères d'investissement. Je sens comme ça l'idée d'une nouvelle forme de planification démocratique décentralisée. Mais ça suppose effectivement de dépasser le côté parcellaire et disperser des luttes pour avoir un front politique cohérent. Et là, il y a eu un énorme problème de reconquête du parti par les travailleurs. On est encore assez loin aujourd'hui. Une question qui dit des membres de la commission économique, pardon. Je me trouvais parce que c'est intéressant. Tu n'as pas dit reconquête des travailleurs par le parti, mais reconquête du parti par les travailleurs. C'est voilà, intéressant. alors, bon, ça peut être interprété de façon diverse. Je suis un peu pas forcément très rassuré sur ce que les propos vont devenir dans le débat public. Mais je dis ça parce qu'on est interpellé, il y a une question qui dit des membres de la commission économique ont été très revendicatifs lors de la discussion du dernier congrès. Maintenant que se passe-t-il, je ne vois rien de bien nouveau. Je ne suis pas loin de partager ce point de vue. Je pense qu'on est très très au début de la mise en œuvre des choix du dernier congrès. Pour une multitude de raisons. Et pas seulement parce qu'il y a des résistants. Mais, je pense que, en tout cas, les progrès passent par disons, un resserrement des liens avec le mouvement ouvrier, le mouvement revendicatif, le mouvement syndical aussi. Je pense qu'on n'a pas assez d'implication des syndicalistes dans le parti aujourd'hui par rapport à ce que ça a pu être dans la jeunesse. Y compris pour ce qui concerne dans le débat à la Fédération de Paris des candidatures municipales. Il y a un petit problème, je trouve. Et donc, bon, alors il y a des efforts. Je pense qu'on a quand même tenu. Il y avait 2 congrès qui ont décidé de le faire, alors on a fait un conseil national spécial sur le parti aux entreprises. Ça, je crois que c'est un pas en avant. Alors, quelquefois, c'est plus vite fait de faire 2 pas en arrière que de faire un pas en avant. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça il y a longtemps. Mais je pense que c'est un pas en avant et qu'il y a besoin d'aider tous les camarades qui, dans les organisations des partis et jusqu'à la direction, font un effort pour que ça devienne une réalité. C'est compliqué. J'ai bien vu les débats au Conseil national, c'est un gros défi. Mais ce qui change, c'est que la volonté politique d'aller dans cette direction a été affirmée et elle a eu un début de mise en œuvre. Donc ça, c'est, je crois, quelque chose vers quoi il faudrait essayer d'aller. Et puis, alors pour la question de savoir est-ce que le Parti communiste français aujourd'hui sous-estime l'importance de la prise de pouvoir directe par les travailleurs, bon, alors là je renvoie
au texte qui a été adopté au 38e congrès du PCF, à 87% des voix. Parce que moi, un des regrets que j'ai dans la mise en œuvre du congrès, c'est que ce texte n'a pas été diffusé en dehors du numéro de communiste spécial qui est sorti le lendemain du congrès, mais qui n'était pas très très commode pour en prendre vraiment connaissance. Moi, pratiquement à chaque conseil national, je demande qu'on édite le document du congrès en brochure, peut-être qu'on va finir par y arriver. Mais par exemple, il y a dans les définitions du projet communiste qui figure dans le texte, le processus révolutionnaire. Bon, il y a 3 piliers. Il y a une appropriation sociale des moyens de production des chances, un sujet sur lequel je reviendrai, premièrement. Il y a deuxièmement l'avancée d'une sécurité en voie de formation, j'y reviendrai aussi. Et il y a un nouvel âge de la démocratie à tous les niveaux, indiquant notamment des pouvoirs d'intervention directs, décentralisés de tous les acteurs sociaux, des citoyennes et des citoyens. Ça suppose une révolution politique qui, à chaque étape, arrache toujours plus au capital la maîtrise des leviers de pouvoir, notamment ceux de l'État, donc ça veut dire aussi de l'entreprise. Pouvoir d'intervention direct, décentralisé de tous les acteurs. Voilà, donc ça a été même dit 2 fois à mon avis. Et ça permettra de pousser la démocratie jusqu'au développement de l'autogestion économique et politique. Le mot autogestion est officiellement mis dans le vocabulaire du parti. Alors, on se souvient du contexte des années 60, c'était pas du tout évident à l'époque. Même si en réalité, cette notion d'autogestion était à la base des travaux qui vont tout de suite après mener à la conception des nouveaux critères de gestion. Donc, en tout cas, c'est dans les textes. Encore faudrait-il les connaître et s'en servir, dans la vie politique. Alors, comme il y a d'autres points, alors, il y a toute une série de questions qui tournent moi j'appelle comme ça, c'est comment la question de la transition entre l'état actuel, le capitalisme financiarisé, mondialisé en crise, et le but, le communisme, qui est la société sans classe, on a dépassé toutes les dominations et aboli l'exploitation capitaliste. Alors il y a une question qui dit, est-ce qu'il faut y aller progressivement ou est-ce qu'on est pour la règle immédiate du capitalisme? Alors ça c'est une question qui a déjà été un peu traitée sous un autre angle tout à l'heure. Je me contenterai de dire là, une chose, c'est que la rapidité d'une transformation n'est pas forcément corrélée avec la profondeur de la transformation. Il y a des transformations en profondeur. Moi, je pense que les transformations en profondeur peuvent être très progressives, peuvent être progressives. D'ailleurs, elles doivent l'être dans un certain sens. C'est graduel. On ne dépassera pas le marché du travail du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ça va prendre du temps. Celui qui dit le contraire, soit c'est un menteur, soit il veut mettre les gens dans des temps de travail. Je ne sais pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un processus de lutte des classes qui va forcément prendre du temps. Et d'un autre côté, vous avez aussi des processus très rapides qui ne sont pas très profonds. Je ne voudrais pas. Je voudrais pas avoir l'air de regarder de haut, mais l'Amérique latine a connu il y a une dizaine d'années des transformations très rapides. La gauche a pris le pouvoir partout. Bon, et on s'est aperçu assez vite finalement que les transformations n'étaient pas aussi profondes qu'elles en avaient l'air. Puisque, et c'est vrai que c'est vrai un peu au Brésil, c'est vrai qu'au Venezuela, il y a eu des politiques qui visaient des objectifs sociaux, qui voulaient s'affronter à la domination nord-américaine, mais en même temps, ça touchait assez peu à la structure économique. Alors c'était délibéré chez les Brésiliens, c'était un peu moins évident chez les Vénézuéliens par exemple, mais c'est toujours. On n'a pas vraiment touché au pouvoir du capital de l'entreprise. Et donc, ça fragilise aussi l'expérience. Donc, ce que je pense, c'est que la transformation révolutionnaire, elle doit aller très loin, et donc elle doit être capable de dépasser l'économie de marché. On va jusque-là. On ne veut pas j'allais dire, les conditions actuelles, les révolutions dans la civilisation, la révolution informationnelle, rendent possible un mode de fonctionnement de l'économie qui ne soit pas piloté par des relations de marché. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain on abolit les marchés, ça veut dire qu'il y a d'autres formes de régulation qui s'imposent. Et il se trouve que ce que j'appelle la transition
Alors, le Congrès n'a pas voulu adopter le mot socialiste. Hein, c'est la transition. Processus de transition dans la société. Mais je pense que ça passe par le dépassement des marchés. Et dans l'économie capitaliste, on peut distinguer 4 grands ensembles de marchés. Il y a le marché du travail le plus important, parce que c'est les gens. Il y a le marché des biens et des services, les choses qu'on produit, qu'on achète, qu'on vend, ordinaire. Le marché de l'argent, et puis le marché international qui relie entre eux le marché national. Et je pense que dans ces 4 domaines-là, il y a un dépassement radical à faire, d'aller vers un fonctionnement de l'économie. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il faut le faire en commençant tout de suite. Et on a des propositions précises dans chaque domaine, au Parti communiste. Hein. Et je vous propose d'en énoncer quelques-unes. Par exemple, déplacer le marché du travail. Donc, ne plus être dans un régime où, parce que vous voyez que ça n'a pas toujours existé, donc il n'y a pas de raison que ça existe toujours, où la relation entre un employeur, enfin, celui qui travaille et celui qui profite du travail de l'autre, passe par la vente de la force de travail sur ce qu'on appelle le marché du travail. Nous, on veut dépasser ça. On veut la rotation des tâches, des rôles, le dépassement des dominations, y compris les dominations hiérarchiques, le dépassement de la subordination du salarié au pouvoir de l'employeur. Et donc, nous avons une proposition. C'est ce que nous appelons un processus de sécurisation de l'emploi et de la formation. Ça peut être le processus d'éradication du chômage, le dépassement du marché du travail, ça peut être vu de 2 façons. Ça peut être vu du point de vue de la société. Aujourd'hui, si on prend la société française, vous avez 80% des gens qui ont un emploi, en âge de travailler qui ont un emploi. Donc, l'emploi, il y a une question de qu'est-ce qu'il y a la différence entre emploi et travail, il y a la distinction entre travail, développée par Bernard Friot. Mais le travail, c'est une nécessité à peu près universelle. Si les êtres humains veulent avoir des moyens d'existence, il faut qu'ils passent une partie de leur temps à travailler pour les produire. Ça, c'est vrai. C'était vrai à peu près dans n'importe quel régime économique. Et le progrès, c'est qu'on passe le moins de temps possible à travailler, qu'on puisse faire autre chose de plus intéressant. Hein, en tout cas, qu'il soit librement décidé, et non pas imposé par la nécessité naturelle ou sociale. C'est un peu passage du 3e livre du Capital. Marx dit que le règne de la nécessité commence là, que le règne de la liberté commence là où s'arrête le règne de la nécessité, mais il ajoute aussitôt que, de toute façon, il y aura toujours le règne de la nécessité. Donc l'équilibre, il faut commencer par produire de quoi manger tous les jours. Mais il faut essayer d'y passer le moins de temps possible pour pouvoir faire autre chose que de produire de quoi manger tous les jours. Sauf si on a une vocation de chef cuisinier. C'est pas nous pleinement dans ce type d'activité. Mais précisément, le communisme, c'est une société où on ne se pleinement pas pleinement dans un seul type d'activité. Et on pourra avoir toutes les dimensions de l'individu en relation avec l'ensemble des autres. Donc, pour la société, aujourd'hui, on a 80% des gens qui ont un emploi, plus ou moins précaire, plus ou moins bien payé, plus ou moins reconnu pour sa qualification. Il y a 10% de la société qui est au chômage reconnu, donc qui n'a pas de travail, mais qui est en recherche. Il y a toutes les gradations intermédiaires de la précarité. Et puis il y a tous ceux qui sont ni en activité ni en emploi, parce qu'ils ne cherchent pas de travail, parce que peut-être ils sont découragés. Ça, les pays libéraux, c'est très répandu, même chez nous, ça existe. Ou parce qu'ils ont une situation qui sont complètement invisibles pour la société. Donc c'est vraiment un fractionnement de la société qui est extrêmement pénible, qui a des effets sociaux et politiques très graves. Donc nous voudrions passer à un état de la société où on n'aurait plus cette distinction entre les gens qui sont en emploi et ceux qui n'y sont pas, ceux dont on ne sait pas très bien où ils sont. Mais où tout le monde sera en activité, et l'activité, ça pourrait être soit de travailler, soit de profiter d'une réduction massive du temps de travail pour mener une activité de formation. L'idée, c'est que, à un moment donné, disons, les 2 tiers de la population sont au travail et le reste, et 1 tiers, en formation. Sachant qu'en plus de ça, tous ces gens-là ont aussi du temps libre, plus qu'aujourd'hui, pour se développer, parce qu'on aura des gains de productivité qui permettront de le faire. Ça, c'est la description de la société telle qu'on la voit dans son ensemble. Attention, on prend le même phénomène vu par le
l'individu. Aujourd'hui, on a un individu qui commence, qui suit des études, plus ou moins longtemps, plus ou moins adapté à ce qu'il veut faire. Ensuite, il y a une phase de précarité institutionnalisée maintenant, où les jeunes vont passer 5 ans, 10 ans en CDI, enfin en CDD, ou en stage, etc. Au bout d'un moment, on finit par décrocher un CDI, et après, arrive la retraite, où on part à la retraite, on n'a pas de chômage, on arrive à la retraite, et alors, on n'existe plus pour la société. Donc ça ne va pas non plus. Donc, nous voudrions plutôt, et j'oubliais, le plus important, c'est qu'à chaque étape, au cours d'une existence dans la société d'aujourd'hui, pèse la menace du chômage. Si tu n'es pas content de ton travail, va voir sur le marché du travail si tu es employable. Et ça c'est vrai dans l'entreprise privée, mais c'est vrai dans l'entreprise publique aujourd'hui. Même dans les entreprises à statut, dans la fonction publique. Donc ça, on n'en veut plus. Donc on veut plutôt une société dans laquelle on a le choix de travailler, on a le choix de changer de travail si on en a envie, et si on veut changer de travail, on a accès à la formation nécessaire pour le faire, parce que ça n'est pas vrai qu'on improvise un métier en 3 jours de stage. Même un métier relativement peu qualifié, peu reconnu, il faut 6 mois pour l'apprendre, minimum. Et puis, donc, on a donc cette possibilité-là, et ceci jusqu'à la fin de l'âge normal de travailler, et même après la retraite, on continue d'avoir des activités, d'être reconnu pour les activités qu'on a, comme un être humain qui apporte quelque chose à la société. Donc c'est ça qu'on voudrait. Et une sécurité de l'emploi et de la formation tout au long de la vie, sans jamais passer par la case chômage, sans être jamais placé sous la menace du chômage. La menace du chômage, ça veut dire ta marchandise, ta force de travail, personne n'en veut. C'est ça le chômage. C'est le revers de la médaille du salarié. Donc nous voulons abolir le salariat, par conséquent, abolir le chômage. Et inversement. Et donc pour ça, ça suppose des moyens. Ça suppose de développer des gains de productivité qui vont permettre de financer le fait qu'un tiers de la population, à un moment donné, soit en formation et pas au travail. Il faut leur payer leur salaire, leur revenu pendant qu'ils sont. C'est plus un salaire, parce qu'ils produisent pas. C'est pas là essentiellement pour. Mais c'est un revenu. Ils ont le droit. Ils sont en formation. Ils font quelque chose d'utile à la société et à eux. Donc il faut pouvoir dégager des gains de productivité pour payer ça. Et donc pour ça, il faut que les travailleurs soient efficaces, bien formés, et il faut aussi qu'ils aient des revenus pour pouvoir stimuler la demande, pour que les gens qui produisent puissent vendre ce qu'ils ont produit, vendre, distribuer par des procédés plus ou moins socialisés au fur et à mesure qu'on avance dans le déplacement des marchés. Donc ça, c'est la première condition. Et donc ça veut dire une organisation. Nous propose de commencer par l'organisation d'un service public de l'emploi et de la formation, qui regrouperait les fonctions de Pôle emploi, de l'APA, de l'administration qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui, mais qu'il faut développer, avec les moyens nécessaires, humains, etc., financiers, tout ça. Financement du revenu des agents, des personnes en formation, par une cotisation payée par les entreprises, par les employés. Et concrètement, ça prendrait la forme pour chaque individu à la sortie du système de formation initiale, l'affiliation automatique au service public de l'emploi et de la formation, comme aujourd'hui on est affilié à la sécurité sociale. Un type de principe, même si c'est pas la sécurité sociale, c'est une sécurité qui est différente, mais qui marche de pair avec la sécurité sociale. Et puis, pour ceux qui veulent, un contrat de sécurisation de l'emploi et de la formation qui est passé entre le travailleur ou la travailleuse, le service public de l'emploi et de la formation qui l'aide à définir son parcours, à choisir des formations, à viser à l'emploi ultérieur après l'emploi qu'il a tout aujourd'hui, et avec l'employeur actuel et l'employeur futur. Parce qu'on responsabilise les entreprises pour les engager, les mobiliser dans cette entreprise politique très ambitieuse qui est l'éradication du chômage. Voilà la description du système tel qu'on voudrait le faire fonctionner. On est assez précis, on est quand même capable de déposer une proposition de loi dans la forme d'une proposition de loi avec les articles et tout
tout ce qui va avec, c'est assez précis. Et ce qui est caractéristique de cette proposition, c'est que tout ce que je vais rapidement d'évoquer, ça marche avec le dépassement des autres marchés. Il faut de l'argent, autrement, un autre crédit. Il faut d'autres critères de gestion dans les entreprises. Il faut un développement des services publics, c'est-à-dire le dépassement du marché des biens, dépassement du marché de l'argent. Voilà la logique qui est sous-jacente à cet élément qu'on a placé comme un des piliers du processus révolutionnaire qui mène au communisme. Ouais. C'est ce qu'on a dit dans le document du 38e Congrès. Il y a une question qui dit que pense la commission économique, etc., de la visée avancée par le camarade Bernard Friot autour du salaire à vie, etc. Je crois que cette proposition, alors, le problème c'est que cette idée d'éradication du chômage, du dépassement du salariat capitaliste, c'est une idée qui est dans l'air depuis 20-30 ans, depuis la crise, en réalité. On sent que c'est une des manifestations de la crise. Le système ne peut pas continuer comme il fonctionnait jusqu'à présent. On ne peut plus faire fonctionner correctement la société avec un marché du travail capitaliste qui entretient 10% de chômage en permanence. Un peu plus par moment, un peu moins par d'autres. Et de toute façon, 90% des gens, même s'ils ne sont pas au chômage, ils sont sous la menace du chômage. Ils le savent. Ils le sentent. Donc, se libérer de ça, nouvelle liberté. Donc c'est une aspiration très forte. Et donc, du coup, il y a plein de propositions qui arrivent. Il y a la proposition typiquement social-démocrate de la flexi-sécurité, ou social-libérale. On dit, vous serez peut-être au chômage, mais on va vous aider à en sortir. Donc on va vous payer très cher, on va vous payer des indemnités de chômage, et puis on va vous payer de la formation pour trouver un autre boulot. Et ça c'est possible quand l'économie va bien, quand elle produit beaucoup, quand la croissance est très forte, quand l'accumulation du capital se porte bien. Et quand, donc là dans ce cas-là, la social-démocratie, ça marche. Et quand il n'y a plus d'argent, et que l'État est endetté, et qu'il n'a plus assez d'impôts pour rembourser ses dettes, etc., ça devient beaucoup plus difficile. D'où l'échec des tentatives de flexibilité dans les pays qui ont expérimenté. Il y a même une version libérale de ça, c'est le capital emploi-formation, développé par l'Institut Montaigne. Vous êtes des individus, vous avez un capital. Et donc, soit un bon entrepreneur de toi-même fait prospérer ton capital humain. Version néolibérale. Il y a la version, alors il y a les gens qui disent revenu universel, on n'y arrivera jamais, de toute façon, il y aura toujours du chômage, donc prenons-en acte et versons un minimum vital pour tout le monde, sauf que quand on regarde, quand on a vu Benoît Hamon dans la campagne de 2017, quand il a fallu chiffrer, soit c'était un truc absolument gigantesque et les moyens n'étaient pas là pour payer des revenus d'existence réellement à 64 millions de Français, soit c'était finançable, mais c'était 300-700 euros par mois, ça ne va pas. Donc il faut pas seulement le revenu pour tout le monde, de l'essence à la mort, il faut aussi les moyens de payer son revenu. Il y a la proposition de Bernard Friot, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais qui exprime, je pense, une volonté de radicalité. On veut un autre système. On ne veut pas le pouvoir du capital. Mais je pense que on veut un revenu garanti tout au long de la vie, quelle que soit la situation. Ça, c'est dans une proposition. On veut retirer le pouvoir au capital. C'est le cœur même de notre politique. On veut la reconnaissance des qualifications. Dans la proposition de sécurité d'emploi et de formation, il y a le salaire minimum, mais il y a aussi le salaire minimum à tous les niveaux de qualification, jusqu'au plus qualifié. Développant et en améliorant et surtout en respectant les grilles de rémunération des conventions collectives et des statuts, et en tirant tout le monde vers le haut. Aujourd'hui, il y a un problème, jusque dans la fonction publique, de reconnaissance des qualifications. Les salaires des profs, même les plus acharnés néolibéraux, c'est ce qu'on a vu du salaire ce qu'on appelle les professeurs des écoles aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de porter la reconnaissance des qualifications de chacun au niveau requis par la civilisation du XXIe siècle, par la révolution informationnelle qui demande des qualifications
considérable pour tout le monde. Et ça demande évidemment plus d'argent, plus de richesse, des gains de productivité, et qui profitent à tout le monde. Donc c'est à la fois la sécurisation de l'emploi, de la formation, et un autre fonctionnement de l'économie, un autre fonctionnement des entreprises, etc. Donc, il me semble que je préfère parler de sécurité d'emploi et de formation parce que on a à la fois les objectifs sociaux, alors je reviens toujours à votre session, mais c'est pas complètement un hasard, on a les objectifs sociaux, on a la conquête de pouvoir pour les réaliser parce qu'on veut prendre le pouvoir sur la gestion des entreprises, de l'État, des services publics, et on a les moyens parce qu'on va créer des richesses et on va aller chercher l'argent des banques pour faciliter la création de ces richesses. Voilà ce qui me paraît la réponse à ce type de question. Cette proposition, c'est un peu comme quand Marx a élaboré sa propre version du communisme à partir de toutes les idées qui circulaient dans les courants socialistes. Je connais mieux, c'est baptisé socialisme utopique. On a un certain retour du socialisme utopique aujourd'hui. Mais écologie. Mais justement, si vous aimez Proudhon, alors lisez Marx, parce que Marx, il a lu Proudhon, il a tiré ce qu'il y avait de meilleur. Et c'est vrai aussi pour le débat concernant la façon d'organiser la société de demain, d'éradiquer le chômage, etc. Je pense que si on va plus profond des choses, en faisant du marxisme vivant, on peut tirer ce qu'il y a de meilleur chez les uns, chez les autres, chez les autres, chez les autres, en allant plus loin, et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, je ne dis pas qu'on arrive complètement, mais ce que nous essayons de faire avec notre proposition de sécurisation de l'emploi et de la formation à l'occurrence. Alors ça, c'est le marché du travail. Il y a une question sur l'aspect perspective des travailleurs et des propriétaires dans les choix de gestion. Je pense, et je vais être très court parce qu'il n'y a qu'une seule question, donc ça serait de tirer la couverture à moi que de faire trop long là-dessus, mais je pense que la question de prendre le pouvoir de l'entreprise est une question politique centrale. On ne prendra pas seulement le pouvoir dans l'État. Évidemment, il y a un enjeu politique de prise de pouvoir d'État. Mais les décisions les plus importantes aujourd'hui, elles se prennent dans les entreprises, dans les banques, dans les marchés financiers. Les choix de savoir est-ce qu'on va investir ou pas investir. Est-ce qu'on va investir dans des technologies qui détruisent les emplois ou dans des technologies qui s'appuient sur le développement de l'emploi et de la qualification des travailleurs. C'est des décisions qui sont prises tous les jours, qui sont hautement politiques et qui sont aujourd'hui monopolisées par la classe capitaliste. Quand j'étais au Conseil économique et social, je me souviens, on arrivait à faire des consensus sur des sujets assez incroyables, y compris avec les patrons. Mais là où il n'y avait jamais, il ne transitait jamais, c'est sur le pouvoir de l'entreprise. Donc là, il y a une bataille de classe qui est extrêmement dure. On ne peut le faire que si on est à la fois. On pourra vraiment prendre le pouvoir que si on se base sur les objectifs de la production, à quoi sert l'entreprise, et si on se base sur les moyens, comment elle se finance. Toujours le triangle systémique. C'est une doctrine, et je crois qu'elle marche assez bien. Donc, je ne vais pas vous développer la distinction fondamentale entre rentabilité et efficacité, parce qu'il n'y a pas de question sur ce sujet-là, mais ça serait nécessaire pour répondre à la question suivante, où on nous parle des indicateurs de développement qui se substitueraient au PIB, etc. Alors, il y a des tentatives, il y a l'indice de développement humain, il y avait des chercheurs, des sociologues en France qui avaient lancé le 8-40, en opposition au CAC 40, c'était 40 indicateurs de bien-être dans la société française. Mais je crois qu'il y a une... Alors je ne peux pas m'empêcher quand même de replacer ici un point clé. Il y a un mensonge que les financiers nous servent en permanence, c'est la confusion entre efficacité et rentabilité. Rentabilité, c'est le profit rapporté au capital. L'efficacité, et le profit, ça n'est qu'une partie de la richesse qui est créée par le travail des gens. Donc ce qui est efficace, c'est de créer beaucoup de richesses. Donc un indicateur clé, c'est la valeur ajoutée. Quand on analyse les comptes d'une entreprise, il faut regarder la valeur ajoutée. Alors on va me dire, oui, mais la valeur ajoutée, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et le PIB, ça ne va pas, parce que le PIB, c'est une mauvaise mesure du bien-être, du bonheur, on peut développer le PIB, augmenter la pollution, etc. Donc c'est pas seulement le PIB. Donc il y a un élément d'efficacité. C'est le PIB rapporté aux moyens qu'on mobilise pour fabriquer une certaine quantité de valeur ajoutée. Le critère d'efficacité, c'est la valeur ajoutée rapportée au capital matériel et financier. Si pour une certaine valeur ajoutée, je peux l'obtenir en utilisant moins
de capital matériel, par exemple, ça veut dire que peut-être je vais être obligé de faire travailler les gens plus intelligemment, donc de les former et de les payer en conséquence. Donc, socialement, c'est bon. Et si j'utilise moins de capital matériel pour produire une certaine quantité de valeur ajoutée, ça veut dire par exemple que j'utilise moins de pétrole, moins d'acier, donc c'est bon pour l'économie. Le critère d'efficacité économique, c'est aussi un critère d'efficacité sociale et un critère d'efficacité écologique. Mais ça ne suffira pas, parce que si je développe la valeur ajoutée, ça ne me dit rien sur le partage entre les salaires et les profits à l'intérieur de la valeur ajoutée. Donc je m'intéresse aussi à la valeur ajoutée disponible une fois que tout ce qui n'est pas les profits. Et dans la valeur ajoutée disponible, il y a de quoi payer les salaires, mais il y a aussi de quoi payer les impôts et les cotisations sociales. Donc je peux m'intéresser par exemple à la valeur ajoutée disponible pour la population autour de l'entreprise. Quelle est la contribution de l'entreprise à la création de valeur ajoutée dans le territoire où elle est implantée? Donc ça c'est vrai peut-être pour une multinationale qui fait travailler des sous-traitants. Mais par exemple une banque, ça n'a pas beaucoup de sens de demander à une banque d'augmenter sa valeur ajoutée. Par contre, je crois que ça serait très intéressant de lui demander en quoi son activité contribue à favoriser le développement de la valeur ajoutée dans les entreprises à qui elle prête de l'argent. Hein, on leur demande est-ce qu'elles financent des entreprises qui polluent? Il y a des célèbres enquêtes d'Oxfam très intéressantes qui montrent que les banques françaises passent leur temps à financer des entreprises qui développent les énergies fossiles. Donc, totalement suicidaire pour l'humanité. Mais je pense qu'on pourrait leur poser la même question sur les conséquences sociales de leur activité. On devrait les leur poser. Donc voilà. Et là, on pourrait avoir des idées d'indicateurs qui vont au-delà du PIB, mais sans perdre de vue que le PIB, c'est aussi la valeur ajoutée. Ça mesure aussi quelque chose. Pas la mesure ultime, mais c'est utile. Donc, dépassement du marché du travail, dépassement du marché des biens et des services avec des nouveaux critères de gestion, avec le développement des services publics, j'en ai parlé tout à l'heure, dépassement du marché de l'argent. Alors là, il y a beaucoup de questions, et moi je pense que la seule solution, probablement, c'est de faire une séance spéciale là-dessus, parce qu'il y a des aspects techniques, mais la création monétaire, rôle respectif de la BCE, de la Banque de France, des banques privées, demain dans notre projet. 90% de la monnaie qui circule aujourd'hui, c'est la monnaie qui est dans les comptes en banque. Donc, elle est créée quand les banques font du crédit. Quand une banque fait crédit à un client, je prends l'exemple du client chez Darty qui achète une machine à laver à crédit. La banque qui finance les clients, finance l'activité Darty, prête 300 € au client. À l'instant même, il y a 300 € qui viennent d'apparaître qui n'existaient pas avant. Le client a 300 € sur son compte, la banque inscrit une créance de 300 € sur le client. Les bilans sont équilibrés, tout va bien, on a créé la monnaie. La monnaie sera détruite quand le client remboursera sa dette, mais en attendant, pendant 3 mois, pendant 6 mois, il va dépenser cet argent, il va peut-être permettre à des commerçants de vendre leurs produits, il va peut-être permettre à des entreprises d'embaucher, à contribuer, embaucher des salariés qui vont créer des richesses. Donc cet argent n'est pas créé en vain. C'est une hypothèse que je viens d'évoquer. Donc les banques ont ce pouvoir extraordinaire de créer de la monnaie juste en faisant du crédit. Et évidemment, c'est un pouvoir qui est très dangereux, parce que si elles se mettent à faire n'importe quoi, effectivement, ça provoque des catastrophes. Et dans l'histoire, c'est arrivé que les banques fassent n'importe quoi et qu'elles provoquent des catastrophes. En ce moment, les banques font beaucoup de crédit. Beaucoup de crédit. Et ce crédit n'est pas très efficace. Il y a 30 ans, 40 ans, avec 50 € de crédit, on avait 100 € de PIB. Aujourd'hui, on a, avec 50 € de crédit, on a à peine 50 € de PIB. De plus en plus d'argent injecté par les banques dans l'économie, et l'effet en termes de création de richesse est de moins en moins marqué. C'est une des mécanismes fondamentaux de la crise qui vient. Alors où va cet argent? Il va sur les marchés financiers alimenter la spéculation, ou il va sur le marché immobilier faire monter le prix du mètre carré. C'est le phénomène mondial aujourd'hui, très inquiétant. Donc c'est ça qui va changer. Donc nous voulons, alors vous allez au galop, mais nous voulons d'autres critères d'attribution du crédit. Nous voulons que le crédit que les banques accordent aux entreprises en particulier soit conditionné à la création d'emplois, à la création de valeur ajoutée, efficace en économisant sur le capital matériel et financier. Et ça peut se faire à partir de mobilisation locale, dénoncer les banques qui utilisent mal leur pouvoir de création monétaire, c'est possible avec les données dont on dispose. On pourrait disposer de davantage de données comme c'est le cas aux États-Unis, mais on peut déjà le faire aujourd'hui.
bataille dans les entreprises pour que l'argent, que le financement des banques aille aux entreprises qui créent des emplois et développent l'activité. On pourrait citer multiples exemples où cet enjeu est vraiment concrètement posé dans la vie économique de tous les jours dans la France du XXIe siècle. Pôle financier public, non pas pour le on reviendra sur les pôles tout à l'heure, dans un temps peut-être, mais pour faire pression sur le système financier dans son ensemble, et pas pour l'accompagner dans ses turpitudes, comme c'est le cas de ce que fait aujourd'hui le Pays de France. Et puis une autre politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Elle favorise les banques qui vont être vertueuses pour l'emploi et la création de richesses pour les services publics, et défavorise les autres. Parce que pas seulement aider, mais aussi sanctionner ceux qui ne font pas bien. Donc voilà, c'est à ça que devrait servir une question de nommer une nouvelle directrice du FMI. Alors, c'est le jeu des taquins, donc les nouvelles présidentes de la BCE, les nouvelles directrices du FMI. Je n'ai pas le temps de développer notre proposition sur une monnaie commune mondiale, mais ça veut dire une réforme profonde du Fonds monétaire international. Je saute les questions sur le Brexit, malheureusement. Il y en avait une. Bon, il y a une question sur les taux négatifs. Oui, les taux sont très bas, mais on peut avoir des taux négatifs. Alors, les taux ne sont pas très bas pour tout le monde. Pour une multinationale qui emprunte sur le marché financier, le taux va être bas. Mais la contrainte, c'est qu'il faut savoir faire ce que le marché financier nous dit. Et là, ça peut être extrêmement contraignant. Les histoires de 200 millions qu'il faut extraire de. Enfin, vous savez, chez Alcatel Nokia, ça s'est aggravé sans doute depuis, mais 900 millions de primes payées par Nokia pour acheter Alcatel. Ben, il faut que Nokia il récupère 900 millions sur le dos des travailleurs issus d'Alcatel. Et ça ne se discute pas avec le patron de Nokia. C'est comme ça. Il est sous la pression des marchés financiers. Mais ça, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours. Et bon, donc, effectivement. Mais pour une PME, c'est déjà, taux zéro, ça n'existe pas. Vous avez près d'un point de différence, un point quand les taux sont proches de zéro, ça fait beaucoup. Plus tous les frais de garantie, il faut que le patron mette ses biens personnels en garantie, celui de ses parents, etc. Plus toutes les pénalités si on ne respecte pas les contrats, etc. Pour le particulier ou le petit entrepreneur qui a le malheur d'avoir un découvert, voilà, c'est le taux maximal, et là c'est beaucoup plus. Et là-dessus, on rajoute des pénalités. Les banques disent c'est pas un taux d'intérêt, on ne donne pas la législation sur l'usure, mais on rajoute une pénalité. Résultat, un taux observé effectif qui peut aller jusqu'à 20-25% aujourd'hui. Hein, pour un petit montant de découvert. Donc, mais par contre, on pourrait imaginer des taux négatifs. Ça se pratique déjà. L'État français emprunte à moins de 0%, l'État allemand aussi. La BCE prête aux banques à moins de 0%. Alors, pour me faire comprendre, je prends l'exemple du CICE. Donc 40 milliards touchés par les entreprises sur fonds publics en 2019. En régime de croisière, c'est 20 milliards par an. Avec 10 milliards, la moitié du CICE, on peut réduire à zéro le taux de tous les crédits d'équipement des entreprises prêtés par les banques. Les banques prêtent, je ne vais plus les donner du calcul en tête, mais un certain montant, là-dessus, j'ai d'ailleurs mis ça ici, je crois. Il y a 456 milliards de crédits d'équipement en France distribués par les banques aux entreprises. Avec un taux moyen de 2%, sauf erreur, on doit arriver autour de 10 milliards. Ça fait 10 milliards d'euros. Donc c'est la moitié du CICE. Donc avec la moitié de l'argent public du CICE, l'État pourrait dire hop, j'efface les taux de tous les crédits d'équipement aux entreprises. Et ce que nous proposons, c'est pas ça. C'est pas de réduire à zéro le taux de tous les crédits d'équipement à toutes les entreprises ou toutes les banques. C'est de réduire éventuellement à moins de zéro les taux des crédits d'équipement, si ces crédits d'équipement répondent à des critères d'efficacité économique, sociale et écologique,
et les autres d'augmenter les taux et les pénaliser pour les décourager de faire ce genre d'opération. Là, on aurait un outil d'intervention publique extrêmement puissant, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, puisque si on est capable de distribuer 20 milliards d'euros, on doit être capable d'en distribuer 1 milliard. Bon. Et qui a des effets sur quand même 450 milliards de crédit. Hein. Donc, la moitié du crédit aux entreprises. Donc, voilà le type de choses qu'on pourrait faire. Voilà. Bon, pourquoi ne pas utiliser le levier de la création monétaire de la BCE pour acheter toutes les entreprises et tout nationaliser? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je ne crois pas que ça soit une très bonne idée. La première, c'est que si la BCE se met à faire ça, ça veut dire qu'elle va faire monter le cours des actions sur le marché. Est-ce que c'est bien ça qu'on veut? Sauver la mise aux spéculateurs. Hein, que la Banque centrale intervienne pour que le cours des actions ne baisse pas trop. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui pour les obligations d'État. Elle achète massivement les obligations pour que le cours des obligations ne baisse pas trop et que les taux d'intérêt restent bas. Si on fait ça pour les actions, je crains que ça soit plus au bénéfice des actionnaires qu'au bénéfice de la collectivité. Mais d'ailleurs, ça s'est fait, la Banque du Japon le fait. Mais si on devait le faire, effectivement, nationaliser massivement des entreprises, il faut que ce soit pour des objectifs, pas pour le plaisir de nationaliser. Et donc ça veut dire changer, alors si c'est la BCE qui le faisait, ça veut dire changer ses objectifs, changer son statut, changer les traités, etc. Voilà. Bon, il y a une question qui dit il semble qu'il n'y ait plus de proposition du PSCF concernant les rapports de propriété, la maîtrise du crédit s'étant substituée à ces moyens de production. Je ne crois pas. Il y a vraiment un chapitre entier que j'ai cité tout à l'heure dans le Congrès qui parle d'une appropriation sociale des moyens de production, d'échange, de financement, de la gestion des entreprises, transformation des buts poursuivis, des pouvoirs de décision, des critères de gestion au service de l'efficacité sociale en s'appuyant sur des formes de propriété de pouvoir nouvelles. Donc ça figure dans les textes. Mais j'ajoute qu'effectivement, prendre le pouvoir de l'entreprise, ça passe par le pouvoir sur l'argent de l'entreprise. Donc, y compris son financement et sur le crédit. Il faut en opposer l'un à l'autre. Voilà, très lapidaire. Je ne peux pas quand même passer sous silence les nombreuses questions sur les formes de propriété. Donc on vient d'aborder un peu la question. Il y a une question très qui me paraît très intéressante. Tout un long développement sur pôle public et propriété publique. Qu'est-ce que c'est qu'un pôle public? Alors là, comme on arrive à 10h30, évidemment, je suis pris au piège de ma propre longueur. Ce que je voudrais dire très vite, c'est que, bien sûr, il faut des nationalisations. Nationalisation des banques, nationalisation dans les filières industrielles stratégiques ou importantes. Toute la bataille dans les transports en ce moment, General Electric. Mais on a déjà fait des nationalisations. Par exemple, on a nationalisé toutes les banques en 81-82. Et on a échoué, il faut dire la vérité, parce que ça n'était pas accompagné d'objectifs sociaux et de pouvoir des travailleurs sur le comportement des banques. C'est facile de dire ça après, mais c'est pour résumer un peu la problématique. Donc, nous ne nationalisons pas pour le principe même de la nationalisation, mais pour conquérir des pouvoirs contre le capital, pour commencer à obliger un changement des règles dans l'ensemble de l'économie, pas seulement dans un îlot protégé qui serait une espèce d'îlot socialiste dans un océan capitaliste. Ça n'existe pas. Même les entreprises les plus publiques sont gangrenées jusqu'à la moelle par les critères de gestion capitaliste. La gestion capitaliste est en train de ruiner l'hôpital, par exemple. Donc, et l'autre raison pour laquelle je préfère parler, on a besoin de parler de pôle, et pas seulement de nationalisation, parce que quand on dit pôle, ça veut dire s'il y a un pôle nord, c'est qu'il y a un pôle sud. Et nous, si on nationalise, par exemple, toutes les banques françaises, eh bien, elles seront dans un monde financiarisé qui restera dominé par Wall Street, jusqu'à nouvel ordre. Donc ça veut dire que notre pôle public, si on arrive à le faire en France, une de ses missions, ça sera d'essayer de trouver des alliés autour. Il y en aura en Allemagne, il y a beaucoup de banques publiques. Et puis peut-être en Chine, peut-être en
l'ensemble des pays émergents pour mettre en cause le pouvoir des 30 grandes banques systémiques qui contrôlent Wall Street et qui contrôlent l'économie mondiale. Alors effectivement, dans les 30 grandes banques, il y a deux banques privées françaises, Société Générale et BNP Paribas, et deux banques mutualistes et publiques françaises, Crédit Agricole et BPCE. Ils ne sont pas privés, en principe. Ils ont un statut coopératif ou public. Crédit Agricole, en principe, c'est un mutuel. BPCE, c'est moitié des caisses d'épargne publiques et moitié des banques populaires. Donc, je pense que c'est intéressant de parler de cause parce que ça traite l'interaction entre le pôle public et le reste de l'économie. Et ça en fait un instrument de pouvoir. Et bon, après, quelles sont pour la nationalisation? Est-ce que ça peut être une réquisition, une confiscation? Ça peut arriver. Il faut des rapports de force politiques particuliers pour y arriver. La libération, bon, ça va. Le rapport de force était là. Aujourd'hui, il faut construire le rapport de force. Il y a des questions sur les coopératives. Alors, les coopératives, c'est la même chose. J'ai évoqué le Crédit Agricole tout à l'heure. Au départ, c'est une entreprise mutualiste. Et c'est devenu un des vecteurs de la financiarisation. Donc, je pense que la formule coopérative, avec le principe un homme, une voix et non pas $1, une voix, ça fait partie d'une alternative à l'accumulation de capital. Mais ça ne peut pas être l'alternative. Ça rentre dans une cohérence d'ensemble. L'histoire de Gramsci tout à l'heure, c'est de mettre ensemble et de faire aller dans le même sens des expériences, des tentatives, des pratiques qui marchent dans un domaine, mais en leur donnant le débouché politique de s'inscrire dans une cohérence de transformation sociale radicale. Bon, à l'heure qu'il est, je ne peux pas être beaucoup moins lapidaire. Dernière petite série de questions sur toute une série de débats économiques. Je vais peut-être me concentrer sur... Alors bon, je vais prendre tout quand même, donc ça va aller vite. Les émissions sur le capital qui sont passées récemment à la télé, etc. Oui. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que dans les gens qui parlent dans cette émission, absolument exclu les marxistes communistes. Et ça, malheureusement, c'est une vieille tradition, c'est qu'il y a une hétérodoxie qui est admise, et une hétérodoxie qui est censurée. Et nous sommes censurés. C'est la vérité, les preuves. Ça ne me décourage pas. Parce qu'en même temps, quand on voit les gens en direct, hors des caméras, bon, j'ai réussi à attirer Dominique Seux de l'UMA pour un débat public, mais ils sont très contents. Et par contre, nous donner Dominique Seux des Échos, j'ai plusieurs fois proposé d'écrire dans les Échos, jamais. Donc c'est comme ça. Exemple d'apport des nombreux chercheurs soviétiques. Oui, il y en a eu. D'ailleurs, il y en a un très bon économiste soviétique, un des meilleurs, c'était Vladimir Lénine. Très bon économiste, très bon théoricien d'économie. Bon, il a fait ça dans sa vie, heureusement, mais il était aussi assez compétent en économie. Et puis après, il y a eu d'autres, il y a eu ses successeurs, etc. Il y a eu des gens comme Kondratiev, qui a une meilleure évidence ici dans l'économie capitaliste, c'est acquis de la science. Leontiev, Kondratiev, il a fini en Sibérie, malheureusement, dans les années 30, avant la terreur stalinienne. Leontiev, lui, il a émigré aux États-Unis, c'est avec bien de la comptabilité nationale. Et alors, il y a eu un phénomène assez intéressant à la fin du régime soviétique, qui était des économistes soviétiques, ou polonais, comme Oskar Lange, Kantorowicz, le prix Nobel en économie, on appelle le prix Nobel d'économie, c'est un peu libéral, qui, eux, avaient fait la démonstration que, entre le miracle de l'équilibre par la libre concurrence sur le marché, donc l'équilibre général, néoclassique, et au fond, l'équilibre général réalisé par le Gauss-Plan, c'était pareil. Mathématiquement, c'est la même chose. Donc, ils étaient très populaires en Occident, et ils avaient essayé de mettre en œuvre une certaine forme d'efficacité économique dans le système de planification soviétique, mais c'était trop tard. Et il y a beaucoup d'illusions à l'époque de Gorbatchev sur l'efficacité du néolibéralisme, et ça ne les a pas aidés à s'en sortir à l'époque. L'article de Gleb Jensen dans la recherche est essentiel. Jensen, c'est un scientifique, physicien, sociologue, qui a écrit des bouquins très pertinents à mon avis pour dire on ne peut pas mettre les êtres humains en équation. On ne peut pas traiter la société comme un objet d'expérience de laboratoire, comme font les physiciens.
Parce que les interactions entre les êtres humains sont bien plus compliquées que les interactions entre les atomes. Là, je parle de spécialistes, mais les sciences économiques, c'est fondamentalement une science sociale, une science historique. Deux choses ne se produisent pas jamais deux fois de la même façon. Donc là, il a tout à fait raison. Et alors, c'est d'ailleurs pourquoi je n'applaudis pas sans réserve au succès formidable des économistes français aux États-Unis en ce moment. Il y a deux pages dans le monde cette semaine. Grande vedette, Piketty, Escarbuchot, Capitodel, Blanchard, chef d'économie des FMI, et s'il y a encore d'autres, il y a les copains Piketty, Sahel, les Zupan et tout ça. Par exemple, Escarbuchot, c'est un formidable. Elle fait des expériences de laboratoire sur les gens. N'ayons pas de théorie, regardons si ça marche. Alors je prends des pauvres au Mali, je leur donne telle ou telle forme d'aide, et puis je prends les autres pauvres du village à côté, je leur donne pas l'aide, et puis au bout de 10 ans, je regarde à qui ça a profité, à qui ça n'a pas profité. Donc moralement, ça discute, et épistémologiquement, c'est nul, à mon avis. Alors je ne peux pas dire qu'elle est nulle, il y a des choses intéressantes dans ces aides. Mais bon, je pense qu'on met beaucoup en avant des chercheurs, en particulier Thomas Piketty, parce que les propositions qu'ils avancent sont des propositions qui, en réalité, ne touchent pas à la racine du système. Mais 50%, il y a une question là-dessus, 50% d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration, bon, ils ont 50% des voix, mais ils n'ont pas 50% du pognon. Hein. Et le BlackRock ou le Goldman Sachs qui a 10% des actions, mais qui peut du jour au lendemain les vendre, et mettre par terre l'entreprise, il aura toujours dans le conseil d'administration une voix plus forte que celui qui arrive simplement parce qu'il est là, au conseil d'administration. Alors s'il est porté par un rapport de force, qu'il est élu par les salariés, etc., qu'il est un syndicaliste et tout, et qu'il y a des grèves, peut-être, mais on va faire bien au-delà de ce dont parle Piketty. Pareil, l'impôt sur la fortune, et puis avec le produit de l'impôt, on donne un petit patrimoine à tout le monde, c'est un peu une espèce d'utopie néo, je sais pas quoi, le socialisme d'avant 1848, quoi. On a fait tout ça. D'ailleurs, il le dit mieux, aux États-Unis, il y a des taux jusqu'à 90% le taux marginal sur la fortune, sur le revenu des riches aux États-Unis. Ça n'a pas fait la révolution. Ça ne veut pas dire que c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Ça ne veut pas dire qu'on est contre. Mais on a besoin dans la société d'aujourd'hui d'une bataille politique pour aller aux causes de la crise. Sinon, on va continuer de soigner les atomes sans s'attaquer aux causes de la maladie. Et on sait comment ça finit, assez vite. Et on s'en aperçoit aujourd'hui. Donc, moi je suis absolument favorable au dialogue avec toutes les formes d'hétérodoxie économique, de même que je suis favorable au rassemblement de toutes les forces progressistes de gauche, et même au-delà, si c'est possible, pour s'opposer à Macron et au capital. Mais ça n'est possible que si les idées révolutionnaires qui touchent à la racine des choses s'expriment dans le débat et dans la vie politique. Sinon, ça va donner, on sait comment ça commence, parce qu'on l'a déjà fait, et on sait aussi comment ça finit. Donc, on devrait pouvoir faire autre chose maintenant. Et je crois que la société en a vraiment besoin. Voilà la dernière remarque que je voulais faire. Écoutez, je ne sais plus trop que dire. Moi, on a été courageux de tenir pendant 2 heures, ouais. Et lui, il a été extraordinaire de préparer ces 2 heures. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour le 3 décembre, donc, avec moi, et la suite des députés, avec Didier Lélinck, sur le roman noir. Merci beaucoup de votre attention. À la prochaine. Questo è il fiore del partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
le genti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno non mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao.